Troisième et dernière partie de l'African Newsroom, toujours en compagnie de Michel Abdelouab, Pape Cabo et Geraldo Gomez. Zoom à présent sur notre sujet société, consacré aujourd'hui au système éducatif ivoirien qui souffre d'un fort déficit dans son effectif d'enseignants. En Côte d'Ivoire, le déficit d'enseignants s'élève à 10 300 pour pallier à ce manque. Le gouvernement annonce un recrutement massif d'enseignants avant la fin de cette année 2019. Cette mesure améliorera-t-elle les performances de l'école ivoirienne? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Rachel Julie Boku Aouré est institutrice depuis 21 ans. Cela fait également 4 ans qu'elle dispense les cours dans cette classe de CE1 à l'EPP Anono 4, une école primaire publique à Abidjan. Ici, elle encadre 132 élèves, assis souvent 4 par table banc. Une tâche difficile. Ce sont nos enfants. Nous voulons qu'ils reçoivent une bonne éducation. Mais avec ce nombre, c'est un peu difficile. Quand tu fais un cours, tu dispenses un cours, les enfants ne suivent pas. C'est un cri de cœur. Je voulais que le gouvernement se tourne vers les enseignants, qu'ils voient nos difficultés, la manière dont nous souffrons dans nos classes. Le gouvernement vient de lancer le processus de recrutement de 10 300 enseignants contractuels, dont 5 300 instituteurs, 3 000 professeurs de collège et 2 000 pour les lycées, pour combler le déficit. Une mesure saluée par les parents d'élèves, mais qui reste circonspect. Je pense que c'est une décision salutaire, mais est-ce qu'au terme de leur contrat, ils seront reconduits ou bien ils doivent compétir encore pour devenir des enseignants des carrières? Je pense qu'il faut tout définir maintenant. La construction de 4 500 salles de classe au primaire, 260 collèges et 22 lycées est attendue pour fin 2019 selon les autorités pour mieux combler également le déficit en infrastructure. Alors la crise dans le secteur éducatif ivoirien perdure depuis un moment maintenant. Cette mesure de recrutement est-elle à saluer, Michel ? Oui, à court terme, oui, pour la rentrée prochaine, 10 000 enseignants en plus, c'est le minimum. Mais ensuite, pour mettre en place une vraie politique éducative, il faut préciser pour ces enseignants notamment, effectivement, l'intervenant dans votre reportage a posé la question, est-ce qu'ils vont être intégrés dans la fonction publique? Quelle va être leur carrière? Quel va être leur salaire? Quelle va être la progression de leur salaire? Quelle va être leur formation? Je veux dire, quelle formation? C'est pas parce qu'on a fait des études de maths qu'on devient prof de maths. Il faut acquérir des méthodes pédagogiques, etc. Quel référentiel? Est-ce qu'on va toucher au référentiel? Est-ce que les infrastructures qui vont être créées vont être suffisantes pour accueillir tous ces jeunes? Là, on vient de voir dans votre reportage une classe de primaire avec 132 élèves qui apprennent donc à lire, à écrire, à compter. C'est vraiment insuffisant en termes d'infrastructures. Il faudrait que le gouvernement ivoirien prenne la mesure de l'importance de l'éducation, puisque le discours du président Ouattara, c'est la croissance, c'est le développement, c'est l'émergence. Il ne peut pas y avoir de croissance. C'est un point très important du développement d'une nation, l'éducation. Absolument. Je veux dire, si on veut faire grimper l'IDH, l'indicateur de développement humain, il y a un système éducatif à mettre à niveau, il y a un système de santé à mettre à niveau. Je veux dire, si le gouvernement ivoirien veut se passer d'expatriés qui ont des savoir-faire et former une élite locale, il faut absolument investir dans l'éducation, parce que l'éducation, c'est pas une dépense, c'est de l'investissement. Et le développement économique passe de toutes les manières par une augmentation du niveau général d'éducation, d'instruction. Alors Pape, dans cette mesure, ne trouvez-vous pas que l'accent est surtout mis sur la quantité et non la qualité? Justement, c'est une des questions qu'a soulevé un parent d'élève là tout à l'heure, et Michel est revenu dessus. C'est qu'en fait, ceux que l'on va recruter, quels vont être les critères pour le recrutement? À savoir que le concours d'entrée pour ce recrutement était gratuit. Donc il y a tout le monde qui s'est jeté dessus, je pense. Oui, bien entendu, parce que cela montre qu'en fait, une masse de jeunes est en attente d'emploi. Donc ceux qui sont suffisamment informés, je pense que le gouvernement devrait profiter de cette occasion-là pour élever le niveau
pour ce qui concerne le recrutement. Par exemple, pour les classes de l'élémentaire, pour ce que l'on appelle ici en France les professeurs des écoles, que ce soit un minimum, un bac déjà. Parce que dans certains États, ce sont des niveaux brevets qui sont recrutés. On doit pouvoir élever le niveau et recruter un niveau bac, pardon, même pas un niveau, mais des bacheliers et les former, parce qu'il faut les former, parce qu'il y a la question pédagogique qui va se poser. Le gap est extrêmement important. Avec plus de 100 élèves dans une classe, il est pour moi quasiment impossible de faire évoluer et positivement les jeunes dans un cycle d'apprentissage régulier. C'est une torture que vivent ce personnel enseignant qui a des classes comme ça, pour ne pas les qualifier de meutes. Je pense qu'ils sont extrêmement méritants, ils ont du courage et nos État doit pouvoir mettre les priorités. L'éducation, c'est un investissement à faire, un investissement sur l'individu pour que justement demain, il puisse être productif et qu'il soit aussi quelqu'un de suffisamment bien éduqué qui évitera un certain nombre de travers. 10 300 nouveaux enseignants, ça paraît beaucoup, mais pour moi, avec le gap qu'il y a déjà, il faudra encore faire des efforts. Mais c'est un bon début, il faudra l'encourager. Alors, pour Zadi Nyanya, président de la plateforme des syndicats des fonctionnaires, ce recrutement est comme une bombe à retardement, sachant que en janvier encore, des enseignants étaient en grève pour y réclamer de meilleures conditions de travail, leur salaire, le non-paiement des arriérés d'heures supplémentaires. Est-ce que là, il ne crée pas justement une nouvelle couche de nouveaux grévistes, on va dire ça comme ça? Si vous ne parvenez pas déjà à payer votre corps enseignant, là, vous rajoutez 10 300 personnes. Non, en fait, dans la grève, il y avait plusieurs motifs. Il n'y avait pas que la rémunération, il y avait les conditions de travail. En fait, en recrutant 10 300 nouveaux enseignants, on allège. En construisant des collèges et des lycées, on allège, on améliore les conditions de travail. Dans une grève, il n'y avait pas que l'élément rémunération qui était mis en avant, il y avait aussi les conditions de travail. Je pense que pour ce plan-là, le personnel enseignant tiendra compte de ces efforts qui seront faits. Parce les nouvelles personnes embauchées ne seront pas payées, n'auront pas les mêmes salaires que les enseignants actuels. Les conditions sont connues. Comment est-ce que les 10 300 vont pouvoir gérer? Lorsqu'on aspire à de nouvelles fonctions, les critères, vous les connaissez. En y allant, vous savez comment vous allez être accueilli et à partir de ce moment-là, vous les acceptez ou vous les rejetez. S'il y a des postulants, c'est parce que les conditions qui sont posées correspondent un peu à leur situation. C'est vrai que 10 300, c'est un chiffre assez important. On peut le percevoir de l'extérieur. Mais est-ce que cela améliore les conditions de vie des enseignants? Pas forcément. Issus d'une longue lignée d'enseignants, je sais ce que cela veut dire. Ça améliore sans doute les conditions d'accueil des enfants. C'est de la charge de travail. Les conditions d'accueil des apprenants, oui, ça améliore ces conditions. Mais les conditions des enseignants eux-mêmes, ce n'est pas parce qu'on en recrute plus qu'on améliore automatiquement, puisque leurs conditions de travail, c'est aussi bien le salaire. Ça, c'est ce que tout le monde perçoit en premier. Certes, il faut que le métier soit attractif. Ce n'est pas parce que c'est un sacerdoce que c'est un métier de pauvre, forcément. Mais de l'autre côté, c'est aussi le contenu de l'enseignement à donner. S'il n'y a pas un cadre qui permette à ces enseignants de pouvoir continuer de se former, d'avoir accès à l'information, de s'adapter à l'évolution des sociétés. Et je pense que Michel doit être très bien placé. Il faut que nos gouvernants fassent confiance aux spécialistes des sciences sociales pour concevoir quelle société nous voulons mettre en place et adapter l'éducation et surtout le contenu. C'est dans cette mise en place que les enseignants seront plus à l'aise, sachant vers quoi ils accompagnent les enfants. Il faut un savoir-faire. Il faut du savoir de façon générale, mais il faut de plus en plus former pour un savoir-faire en fonction du type de société que nous voulons mettre en place. Plus de salles de classe, c'est très bien pour accueillir les enfants. Plus d'enseignants, c'est très bien pour accueillir moins d'enfants par classe. Mais après, c'est pour dispenser quel enseignement? C'est pour que ces enseignants-là soient maintenus à leur poste, à quelles conditions? Michel, toutes ces questions. C'est-à-dire que si le système éducatif ivoirien est dans cet état, c'est que l'éducation n'était pas une priorité pour le gouvernement ivoirien. Or, là, le système craque, manifestement, 132 élèves par classe, surtout des petits, je ne sais pas comment ils peuvent apprendre à lire, c'est compliqué. Il faut que ce système éducatif, que l'éducation nationale, notamment
le primaire c'est essentiel, soit une priorité pour le gouvernement. Il n'a pas été une priorité. À partir du moment où le gouvernement met les moyens et a une volonté politique de faire monter en gamme le système éducatif, ça va rouler, ça va tourner. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où ce n'était pas une priorité, eh bien, là, le système craque. 132 jeunes de 8 ans qui apprennent à lire dans une même salle de cours, c'est pas possible. Vous parliez de la responsabilité du gouvernement. La ministre de l'Éducation, Kandia Camara, elle ne semble pas avoir réussi à délier la situation parce que justement, le COSEFSI, un des plus gros syndicats d'enseignants, parle de relancer la grève ce mois-ci des enseignants. Comment est-ce que son attitude est très ferme jusqu'ici concernant les revendications des enseignants? Comment est-ce que vous pensez que la situation va se développer? On parle d'année blanche déjà quand même. Les revendications portent sur des arriérés de salaire. Et il n'est pas légitime de ne pas payer d'arriérés de salaire. Oui, elle ne peut pas faire autrement que de rentrer dans cette négociation. Michel, c'est un dû. On doit des salaires à des enseignants. Je pense que la première des choses à faire, c'est de négocier avec ces enseignants-là pour trouver le moyen de leur régler leur dû. Ils ne demandent pas de cadeaux. Ils ont travaillé, c'est quelque chose qu'on leur doit. Ces décisions qui sont prises pour ce qui concerne l'investissement en construction de nouvelles salles de classe et de nouveaux collèges et de nouveaux lycées, tout comme l'augmentation du recrutement d'enseignants, je pense que ce sont des éléments qui vont apaiser la situation, je le crois. Parce qu'on va passer quand même, on va désengorger les effectifs au niveau des salles de classe. Les gaps qu'il y avait pour le recrutement du personnel enseignant, ce recrutement va permettre de pouvoir y pallier. Et tout comme aussi, l'augmentation du nombre de salles de classe va aussi, de manière considérable, désengorger les classes et permettre un apprentissage dans de meilleures conditions. Je pense que pour le personnel enseignant, ils ne seront pas sourds. Ils seront réceptifs à ces nouvelles situations-là qui sont proposées. Madame Kandia Camara n'a pas le choix en salaire. Toute peine mérite salaire. Ils ont travaillé, elle doit payer. Oui, c'est pas une revendication, hein, c'est voilà, payez-moi. Voilà, c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas que les enseignants, mais il y a les autres corps de fonctionnaires. C'est l'essentiel du budget de dépenses de l'État en dehors des investissements. Donc ce sont des choses quand même qui sont programmables. Absolument. On sait combien d'enseignants on a, on sait combien de fonctionnaires on a. Si on a une économie ivoirienne qui est quand même en plein essor, on doit pouvoir prendre les moyens et de prioriser l'éducation parce que c'est quand même assez important, en plus de la santé, comme le disait tout à l'heure Michel. Ici, une absence de planification quand même pour ce qui concerne les recrutements. Ils ont l'excuse de ces années de guerre, etc., et de troubles post-électoraux. Oui. Mais quand même, la Côte d'Ivoire a une économie qui se développe. Il doit pouvoir recruter et mettre les enfants dans de bonnes conditions d'apprentissage si on veut que le pays soit demain performant. C'est la locomotive de la sous-région ouest-africaine. Oui. Bon, il ne faut pas que le président Ouattara et ses successeurs tergiversent pour ce qui concerne l'investissement dans la formation de la ressource humaine. C'est indispensable. Ça sera le mot de la fin. Merci Géraldo Gomez, Michel Abdelouab et Pape Kabo d'avoir participé à cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.